Bim 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 bom bom bom. 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 Dans un instant, nous vous proposons d'écouter Sabrina Calvo, écrivaine, dessinatrice et scénariste, autrice de Melmoth Furieux aux éditions La Volte, qu'elle venait présenter le 14 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche. Un roman qui fait écho au précédent, Toxoplasma, confirmant le tournant poétique et politique de l'autrice. Bonne écoute. Sigo observando mi respiración como entra prisa le tibio y no puedo callar la razón. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu du coup pour accueillir et écouter Sabrina Calvo pour son livre qui est sorti à la rentrée, qui s'appelle Melmoth Furieux, qui est sorti le 2 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Melmoth Furieux, c'est c'est quoi, le 7e roman, c'est ça ? C'est le 8e roman. Je sais pas trop comment on peut résumer Melmoth. Moi, je m'y essaye à chaque fois que je le conseille à quelqu'un et ça change à chaque fois. Peut-être que vous pouvez le résumer rapidement pour les personnes qui sont là, qui l'ont éventuellement pas lu. Moi, je ne sais pas du tout résumer mes livres, mais par contre, je peux essayer quand même de vous donner un peu 2-3 trucs. En fait, c'est un livre qui parle de la commune de Belleville. La commune de Belleville, qui est la commune à venir. Il existe dans l'histoire une commune à Paris qui s'appelle la commune de 71, et où les derniers combats se sont passés à Belleville, parce que Belleville étant une colline à Paris, ça a été la dernière zone à être prise par les Versaillais. Les derniers combats se sont passés à Belleville, enfin plus exactement au Père-Lachaise, à Ménilmontant, pas loin. Et du coup, moi, quand je suis arrivé et que je vis à Belleville, j'ai eu très envie de raconter ce que ça voudrait dire un quartier en lutte contre une menace qui serait une collusion entre l'entertainment mainstream, donc la société du spectacle, et la société de répression et de contrôle. Et j'avais déjà fait ça dans un roman précédent qui s'appelait Toxoplasma, où c'était la commune de Montréal, qui était une petite île. Montréal est une île en fait, et pareil, c'était une commune à Montréal qui devait résister face à une autre menace, mais qui était pour le coup moins définie que dans celui-là. Voilà. Dans celui-là, la menace est vraiment beaucoup plus présente, et je pense, j'espère, peut-être plus en accord avec ce que nous, on est en train de vivre aujourd'hui dans notre réalité, quoi. Voilà, en gros. Donc le personnage principal s'appelle Phi, et son moteur pendant tout le roman, c'est d'aller justement cramer le parc Euro Disney. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus, en plus en écho aussi à ce que tu viens de dire sur l'omerta, sur l'imaginaire. Disney. Alors, je vais dépacter un peu tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, je voulais écrire un roman de fantasy. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait faire un roman de fantasy aujourd'hui, contemporain, moderne, enfin, voilà, qui parle d'aujourd'hui. Et moi, je suis une très grande fan de Tolkien. Hein. Et on dirait pas comme ça, mais c'est à peu près le seul truc de fantasy que je lis, d'ailleurs, parce que la fantasy m'intéresse assez peu. Mais j'aime beaucoup Tolkien, et j'aime beaucoup aimer dans Tolkien cette histoire de tour distante là, de Barad-dûr, et qu'il faut aller péter et tout. Et je m'étais dit, ce qui serait vraiment cool, c'est que ces gens qui sont enfermés là aient un but, c'est-à-dire c'est pas simplement une résistance, mais ils sont aussi dans une action, ils sont aussi dans quelque chose qu'ils veulent faire et qu'ils désirent faire. Et dans ce monde, Euro Disney, qui est donc le parc que la Walt Disney Company a construit en 92 en France, suite à énormément de débats politiques et d'intrigues politiques en France. Dans ce monde-là, ce parc était le lieu en fait où se résout cette alliance entre le décérébré de la société du spectacle et les méthodes de surveillance mises au service de la société de répression, de la culture de dépression. Et donc du coup, aller frapper l'ennemi au cœur, ça devient pour les personnages du livre le moyen de s'en sortir, parce que Belleville ne peut pas tenir. Ils ont beau être
soutenus par des quartiers autour, qui sont les Lilas, Bananes, plein de quartiers comme ça. Ils peuvent pas tenir, l'adversaire est beaucoup trop fort, l'adversaire a des tanks, l'adversaire a des armes, l'adversaire fait des choses horribles en fait. Et du coup, le seul moyen de s'en sortir, au-delà de la simple survie en attendant la mort, c'est d'aller frapper l'ennemi quelque part pour l'obliger à baisser les armes en fait, quoi. Et donc du coup, le personnage principal arrive à Belleville au début du bouquin, enfin il y est depuis un certain temps, et son objectif c'est d'aller frapper Disneyland au cœur, c'est-à-dire d'organiser une résistance à Belleville et de partir de Belleville pour aller frapper Euro Disney, qui est donc à Marne-la-Vallée, qui est donc à je sais pas, une 60aine de kilomètres peut-être à l'est de Belleville. Et qui est une espèce de tour comme ça, de château au loin, un peu magique. Et donc du coup, elle a une raison, elle a plein de raisons de le faire. Elle veut aller détruire. Elle sait que c'est pour défendre Belleville, c'est ce qu'il faut faire, mais elle a d'autres raisons de le faire. C'est-à-dire qu'elle est aussi motivée par quelque chose qui lui vient de son enfance. Et elle a une vengeance en elle. Il s'est passé quelque chose là-bas qui est lié à son frère. Et parce que son frère, en fait, est mort à Disneyland, est mort à Euro Disney, à l'ouverture de Euro Disney en 92. Il s'est immolé là-bas. Il s'est foutu le feu et il est mort. Et on ne sait pas pourquoi. Et elle a décidé de se venger, tout simplement. Donc elle arrive à Belleville, elle fait partie de la communauté, elle construit cette communauté avec les autres, et elle décide à un moment donné de mettre en branle cette communauté pour partir vers Euro Disney et tout cramer. Et se venger aussi. Voilà. En gros, c'est ça. Enfin, c'est les 30 premières pages du livre, hein, donc je ne vous spoil pas grand-chose, quoi. Mais enfin, après, il lui faut 300 pages pour y aller. Hein, donc, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir justement réfléchi sur cette idée à Disneyland de ces ateliers un peu secrets, parce que donc son frère a fille qui travaillait donc dans le parc Disneyland, et il y a cette idée du parc comme une sorte pas de no man's land de justice, mais si j'ai bien compris, il y a quelque chose un petit peu... le parc a sa propre justice, et c'est quand même un petit peu affilié aussi à un camp de travail, quoi. Alors, absolument. Il faut savoir que quand la Walt Disney Company a négocié les accords de l'implémentation du parc à Marne-la-Vallée, il l'a fait suivant des accords politiques et économiques très importants. C'était donc Chirac, qui à l'époque était Premier ministre. Mitterrand détestait la culture Disney. D'ailleurs, il n'avait que du mépris pour ces gens, et il a laissé faire Chirac. Et c'est Chirac qui a fait pendant quasiment 10 ans les négociations avec l'Amérique pour pouvoir implanter le parc en France. L'île de France n'était pas l'endroit privilégié par la Walt Disney Company au début pour l'implantation du parc. Ils avaient considéré notamment l'Espagne et l'Italie et l'Angleterre pour plein de raisons, notamment le climat. Mais c'est parce qu'en France, on s'est vraiment agenouillé économiquement devant eux que la Walt Disney Company a décidé de venir. Ce qui n'a pas été forcément le meilleur choix, en tout cas à moyen terme. Il faut savoir que les parcs de Disney ont leur propre jurisprudence et ont leur propre autonomie en termes de sécurité. C'est-à-dire que la police n'est pas habilitée à rentrer dans le parc de Disney. Disney a ses propres services de sécurité, a ses propres cellules de détention pour les délinquants. Et c'est une enclave privée, en fait. Donc les keufs, ils ne peuvent pas rentrer. Donc ce qui se passe à Disney reste à Disney, en fait. Et le droit du travail en France, l'assaut sur le droit du travail en France a commencé avant l'arrivée du parc Disney, mais l'arrivée du parc Disney a vraiment signifié une nouvelle étape dans le traitement des employés et des traitements notamment des intérims en France. Et pendant très longtemps, en fait, on a su qu'il y avait des abus... en termes de ressources humaines, ce qu'on appelle les ressources humaines, j'aime pas ce terme, hein, en termes de main-d'œuvre, en termes d'exigence, par exemple, de tenue, parce qu'il faut préserver le rêve. Sauf que c'est pas le rêve, là, tout le monde travaille comme des chiens là-bas, quoi. Et ils sont payés rien du tout. Et donc, du coup, pour moi, ça a été suite à un certain nombre de recherches que j'ai fait, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup et que je recherche depuis très très longtemps. J'avais envie de me dire, ok, est-ce que la science-fiction peut pas essayer de pousser un tout petit peu le truc un peu plus loin, en fait, et d'essayer de montrer ce parc comme étant autre chose que
que simplement un parc d'attractions, quoi. Alors, un truc qui est intéressant, c'est que quand le parc a ouvert en 92, ça a été un échec financier pendant à peu près 2 ans, 3 ans, mais grave. Et en 94, il y a eu des menaces comme quoi le parc allait fermer, était en banqueroute. Il était en banqueroute, en fait. Et ça a été une triple alliance entre des banques, un milliardaire saoudien qui s'appelait Walid, Al-Walid, et le gouvernement français, qui ont permis au parc de survivre. Ils ont rebaptisé Euro Disney en Disneyland Paris parce qu'ils se pensaient que les gens, quand ils venaient à Disneyland, s'ils venaient pas, c'est parce que ça s'appelait pas Disneyland, ça s'appelait Euro Disney. Et pour eux, c'était pas cool, quoi. Ils avaient pas tort. Et en 95, ils font Space Mountain, qui était une attraction qu'ils n'avaient pas pu construire au début. Et là, le parc a eu du succès. Mais entre 94 et 95, il y avait des très grosses rumeurs comme quoi le parc allait fermer. Et on a beaucoup rigolé d'ailleurs en imaginant ce parc merveilleux, complètement abandonné, en ruine. Et dans mon univers, le parc a fait faillite. Et il est resté en ruine pendant des années, jusqu'à être repris mystérieusement à un moment donné par une entité qui est à la fois la Walt Disney Company, mais qui est aussi un personnage qu'on appelle Melmoth dans le livre, et dont on ne sait rien, en fait. Et ce parc est devenu une sorte de forteresse pour privilégier. En fait, on n'y va jamais, hein, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il y a des rumeurs, comme quoi il y a des enfants qui disparaissent, comme quoi il y a des camps de travail, il y a un camp de travail, il y a des camps de travail là-bas. On ne sait pas ce qui se passe en fait là-bas. Et il semblerait que le frère de Fif ait fait partie, effectivement, des travailleurs qui auraient le plus morflé au début de la construction du parc, parce qu'il travaillait sur les costumes en fait. Il était couturier. Voilà. Ça me donne 2 pistes. Moi, j'avais envie de poser la question sur le nom Melmoth, parce que du coup, j'ai creusé un petit peu. J'ai vu que c'était le titre d'un roman, Melmoth errant, mais que c'était aussi le pseudo que Oscar Wilde avait pris pendant quelques années pendant son exil à Paris. Est-ce qu'il y a des petites choses à dire là-dessus ? Ça m'a intriguée en tout cas. Alors il y a plein de choses à dire là-dessus. Moi je voulais vraiment, moi j'ai toujours tendance à penser que les bouquins que j'écris sont des bouquins d'horreur gothique en fait, d'horreur gothique. Et c'est-à-dire qu'il y a tout, même s'ils sont absurdes, ils sont cartoons, il y a toujours une dimension vraiment horrifiante, horrifiée, horripilante, horrifique dans mes romans. Et j'aime beaucoup ça. Et aussi une sorte de mélancolie un petit peu, voilà, tous mes personnages sont mélancoliques. Je travaille beaucoup sur cette idée de la mélancolie. Même si, in fine, parfois les choses se passent bien. Je réfléchis, mais en fait les choses se passent pas. En fait, ça se passe jamais bien. Mais il y a donc pour moi Melmoth, l'homme errant, ce qui est un livre qui est sorti au début du 19e siècle, écrit par un type qui s'appelait Mathurin, qui est un Irlandais, et qui est un bouquin qui est connu comme étant genre une des pierres angulaires du début de la littérature gothique, d'horreur gothique en fait, qui a spawné derrière Léo Hurlevent, puis après Bram Stoker et tout, enfin bon, toute l'horreur gothique derrière, qui est un genre que j'affectionne particulièrement. Balzac a fait une suite de Melmoth, et que j'ai pas du tout aimé. Et du coup, je voulais faire un 3e épisode. Et c'était Melmoth délivré, je crois. Le 3e, le 2e. Enfin, c'était une... J'avoue que j'ai pas noté. J'ai vu passer, mais j'ai pas noté ça. Non, mais c'est pourri. Et du coup, je me suis dit, on peut pas rester là-dessus. Il faut faire un 3e épisode. Mais de manière beaucoup plus subtile. Alors Oscar Wilde, bon, oui, ok, bon, pourquoi pas, mais c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, quand j'étais petite, je regardais un dessin animé à la télé qui s'appelait Clémentine. Et dans Clémentine, il y avait un démon de feu qui était en enfer et qui s'appelait Melmoth. Et il me terrifiait, ce bonhomme. Je le trouvais absolument, vraiment, il a vraiment marqué mon imagination. C'était une espèce de gigantesque créature de feu qui baignait dans une caverne. Et on lui jetait ses serviteurs. Chaque fois que ses serviteurs se plantaient, il se jetait puis les brûlait. Enfin, c'était vraiment une saloperie, quoi. Et il poursuivait cette meuf qui était Clémentine. Et je m'étais vachement identifié à Clémentine quand j'étais petite. Et du coup, je me suis dit, tiens, puisque j'ai envie de faire cette créature... Enfin, on ne sait pas ce que c'est, j'ai pas envie de vous spoiler, mais admettons que ce soit une créature de feu, même si ça ne l'est pas, mais c'est pas grave. Ce démon, en fait, au cœur du parc de Disneyland, qui est en fait dans les souterrains et qui attend un peu comme Satan dans la cité de 10 dans la comédie de Dante, Divine Comédie de Dante, ou comme Morgoth à Tangorodrim dans le Silmarillion.
l'autre truc auquel ça m'avait fait penser, moi, là, dans ce dont on vient de parler, on a parlé d'onirisme rapidement, un côté poétique et onirique du texte. J'ai l'impression que justement, cette espèce d'imaginaire un peu hybride, qui peut rappeler des rêves, ou je ne sais pas trop comment on peut le qualifier. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus ? Non, tout ce que j'ai... J'ai l'impression que c'est une dimension importante. Tout ce que j'écris, c'est du merveilleux. Moi, je travaille que sur le merveilleux depuis le début de l'écriture. En fait, ce qui m'a intéressé, c'était de mélanger très précisément nos expériences contemporaines avec le merveilleux. Le problème, c'est qu'on décorrèle souvent les deux. On a une littérature de l'imaginaire, entre guillemets, qui va plonger dans le merveilleux, dans des mondes merveilleux, ou du passé merveilleux, ou du futur merveilleux. Et par le merveilleux, je veux dire pas le truc... mais le merveilleux, c'est-à-dire l'ambiguïté des réalités. C'est-à-dire le moment où on voit des réalités s'effondrer, on en voit d'autres naître, où on voit des chiasmes entre plusieurs réalités, où on voit les faisceaux des possibles qui soudain s'activent tous ensemble, et le moment où l'absurdité finalement reprend ses droits sur notre monde de raison, quoi. Donc, et le merveilleux, qu'est-ce que c'est ? C'est pas simplement d'écrire ces choses incroyables qui se passent, c'est d'écrire l'impact qu'elles ont sur les êtres humains, parce que in fine, nous sommes des humains, nous écrivons pour les humains, et jusqu'à preuve du contraire, c'est des humains qui me lisent. Quoique. Non, mais c'est vrai, des fois j'ai des doutes. Quand je vois mon éditeur, des fois je me dis, bon... peut-être qu'en fait, dans sa tête, il a un plan secret de me faire lire par des yinches. Et ce serait trop bien, t'imagines un peu. Et du coup, quand je me suis intéressé à cette notion de merveilleux et de comment moi j'avais envie de faire ça, donc qui est forcément onirique, parce que moi je travaille beaucoup avec mes rêves, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, je suis aussi une personne très spirituelle, donc du coup mon travail est spirituel, moi j'ai toujours mis mon travail au service de la grâce, quoi, et en tout cas vers la grâce. Alors c'est très prétentieux aujourd'hui de dire ça, parce qu'on est censé, mais en fait je m'en fous, quoi, je suis prétentieuse et j'emmerde le monde entier. Et du coup, avec comme tout le monde, je me débat en fait avec la grâce, je me débat avec la foi, je me débat avec toutes ces idées. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit moi, je suis aussi une créature extrêmement contemporaine. Je suis très ancré dans mon époque, je suis très ancré dans les mœurs de mon époque. Et j'ai toujours été très ancré, c'est-à-dire que même jusqu'à la fin de mes jours, je pense que je serai jamais en décalage. J'ai toujours envie d'être là où ça se passe, quoi. Et du coup, à un moment donné, j'ai commencé à vraiment opérer un équilibre entre le travail sur le contemporain et sur l'existence contemporaine et le somme du contemporain et l'imaginaire et le merveilleux. Et je me suis rendu compte que les deux fonctionnaient extrêmement bien ensemble. Donc en fait, j'essaie de faire des choses qui sont ultra contemporaines, c'est-à-dire je parle d'aujourd'hui à, on va dire, à N plus 10 ans peut-être, maximum, quoi. Enfin, on s'en fout, quoi. Mais par contre, là, je peux injecter un maximum de choses complètement folles. Parce que finalement, les choses folles, je les montre très peu. Ce que je montre, c'est l'effet qu'elles ont sur tous les personnages de mon univers contemporain, quoi. Et là, on arrive à des choses qui sont vraiment, pour moi, d'une texture très intéressante et qui me permettent aussi, puisque tous mes bouquins sont autobiographiques, qui me permettent aussi, moi, d'articuler des choses sur une trajectoire créative, on va dire, et personnelle, et spirituelle, et d'accompagner, de grandir avec mes livres en même temps, quoi. Voilà. Je me suis un peu documentée, du coup, pour préparer la rencontre, tout ça, j'ai écouté des podcasts. Il y a un truc qui m'a... Je crois que c'était dans l'émission de la méthode scientifique, quelque chose par rapport au fait d'être classé en SF. Une citation que j'ai notée, c'était que la SF, c'était la liberté, et que t'étais classé enfin, ta littérature était classée en SF car c'était trop dégueu pour aller ailleurs. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé ça intéressant, et je pense que ça donne un point de vue aussi un peu sur la SF, sur ce que c'est, sur la littérature de l'imaginaire. Enfin, ça m'a interpellée. Oui, dégueu. Cool. C'est les mots exacts. C'est vrai, bon, ouais. Ok. Alors, c'est dégueu au sens où, c'est dégueu, ça sonne de partout.
ça, tout le monde baise avec tout le monde. Enfin, moi, je parle je suis une personne queer, donc globalement, je parle aussi de ce que je vois autour de moi, donc je viens d'une culture très souterraine et j'ai envie de porter cette culture-là. J'ai pas envie de faire de l'art bourgeois, ça m'intéresse pas, quoi. C'est aussi pour ça que je suis à la Volte. C'est parce que très vite, alors c'est peut-être parce que c'est la seule personne qui veut de moi, mais on va dire que je me planque en tant que connasse élitiste, je me planque quand même derrière la Libye, que peut-être je suis beaucoup trop souterraine pour être aimée ailleurs, mais bon. Toujours est-il que moi j'ai besoin de l'expérience, voilà, et j'ai l'impression, et je peux me tromper, hein, que je fais un peu, que les gens ils font ça, quoi. C'est un peu genre. Mais c'est vrai. Il y a une anecdote très intéressante. Il y a eu France Culture a parlé de mon bouquin il y a pas longtemps dans une espèce d'émission littéraire que je connaissais pas, qui s'appelle La Grande Table, qui visiblement est un peu le truc genre Graal de la littérature sur France Inter. Donc j'étais même pas au courant, quoi. Et donc j'écoute ce truc et ça m'a fait beaucoup marrer, cette interview. Enfin, je n'étais pas interviewé, mais ça m'a vraiment fait marrer parce que je suis passé après Modiano. Voilà, dont je n'ai jamais lu une ligne, mais qui a l'air très intéressant, demeurant. Et du coup, ils sont passés, je sais pas combien de temps sur Modiano, et moi, il restait un petit quart d'heure, 20 minutes pour parler de mon bouquin, quoi. Et je me suis dit, bon, déjà, pourquoi ils en parlent, quoi. Mais en fait, ils en ont bien parlé, mais c'était beau de les voir ramer, en fait. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir 3 adultes en PLS devant qui étaient là et qui faisaient « Non, mais c'est bien, mais en fait c'est bien, mais ouais, bon, alors c'est de la science-fiction. Ouais, non, mais c'est bien quand même, c'est bien écrit, mais... Et alors, du coup, à un moment donné, le mec, je vous jure, écoutez, c'est à mourir de rire, cette émission, quoi. On a 3 adultes qui essayent de comprendre ce qu'est ce truc, quoi. Alors qu'ils ont aimé, hein. Ils ont tous lu, et ils ont tous aimé ce bouquin, visiblement, donc ça m'a fait très plaisir. Déjà, j'en suis très touché, mais voilà. Et à un moment donné, il y a un mec qui dit ouais, mais moi, j'ai détesté les dialogues. Il a détesté les dialogues. Ah ouais, donc la meuf lui dit bah non, moi je trouvais ça au contraire, je trouvais ça très bien, ça donnait un contrepoint, machin, etc. Alors même ce qu'elle disait oui, c'est bien parce que c'est pas très sérieux. Et ils ont toujours besoin que la science-fiction soit pas trop sérieuse, vous voyez. Et le mec me dit ouais, mais non, ça ressemble à des dialogues d'un sketch des Inconnus des années 80, quoi. Et là où j'ai mesuré le problème, c'est que pour moi, c'est un putain de compliment, quoi. Genre hardcore, quoi. Pour eux, c'était genre... Pour moi, c'est genre, ouais, yes. Trop bien, glucose, quoi. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, bah, je suis bien en SF. Mais pour être plus sérieuse, je pense que moi, j'ai besoin de... Je pense pas que la liberté se fasse sans contrainte, en fait. Voilà. Le gros problème de la question fondamentale philosophique de la liberté, c'est qu'on a tendance à penser la liberté dans un vide, quoi. Comme si la liberté, comme si l'être humain était censé se... Non, là, on parle de la mort, quoi. On parle pas du corps, on parle pas des exigences du corps, on parle pas des exigences de la société, on parle pas des exigences de tout ce qui nous fait, nous, humains, et nous, société, quoi. Donc, on se débat toujours dans ces contraintes, et c'est dans ces contraintes-là qu'on articule le concept de liberté, toujours, quoi. Et même si c'est une direction vers, c'est-à-dire qu'on va toujours vers plus d'émancipation, on peut pas totalement envisager que les êtres humains soient émancipés d'eux-mêmes, quoi, et de la société. Il y aura toujours des relations, il y aura toujours le collectif à faire, à construire en temps réel, quoi. Et donc, du coup, à un moment donné, moi, je me suis dit, si je suis en littérature juste, je vais avoir l'impression de ne pas être... Et j'ai pensé ça très tôt. Hein, je vais avoir l'impression de ne pas être contraint... il me faut une règle, en fait. Il me faut une vraie règle. Il me faut un truc, parce que si je n'ai pas, moi, un axe, très simple, extrêmement clair, pour articuler... Parce que ça, c'est complètement fou, en fait, comme livre, hein. C'est-à-dire qu'on est c'est du délire permanent, c'est du Larsen permanent. Moi, je vais très très loin dans mon délire. Mais je peux aller très très loin dans mon délire parce que je me tiens à une colonne vertébrale qui est de faire une proposition de science-fiction ou de fantastique, enfin, c'est-à-dire d'imaginaire, quoi. C'est-à-dire de vraiment proposer au cœur du livre, le cœur vivant battant, de m'inscrire dans un héritage très profond de ce que ça signifie que d'écrire de l'imaginaire et de décrire des choses impossibles et de décrire des choses qui parfois sont politiquement et technologiquement
tellement folles qu'elles en deviennent presque palpables, en fait, quoi, et de rendre ça réel, quoi. Et à partir du moment où je me suis posé ça comme règle, je me suis dit, en SF, je vais être très bien, en fait. C'est un peu ma culture aussi, faut le dire, même si j'ai une culture antique. Moi, j'ai fait histoire de l'art, et moi, je suis une héritière des Grecs, mais ma culture, entre les Grecs et Walt Disney, il n'y a pas grand-chose pour moi, quoi. Enfin, entre les Grecs et Mathurin, quoi. Allez, bon, et le roman gothique, on va dire, pour moi, il y a un néant, quoi, total, quoi. Et du coup, voilà. Je pense que je peux embrayer sur l'aspect poétique. Parce que du coup, avec cette histoire d'émission de la grande table et leur difficulté un petit peu à parler du texte, c'est aussi parce qu'il a des formes particulières. Enfin, on est quand même à des moments, j'ai l'impression, sur une forme qui est presque plus du roman. Il y a des il y a des paroles de chansons, il y a des passages très lyriques. J'ai trouvé que pour moi c'était de la poésie, mais enfin, c'est pas de la poésie en vers, quoi. Mais j'arrive plus à retrouver mon mot, mais voilà, merci. En prose, super. Et on est sur une forme hyper hybride, mais la poésie a une dimension hyper importante dans le bouquin. J'ai l'impression. C'est de la poésie en prose. C'est mon analyse. C'est de la poésie en prose. C'est littéralement de la poésie en prose. Je fais des poèmes de 400 pages. C'est tout. Dans un article, j'ai noté qu'il était qualifié de poème épique. Oui, c'est ça. Ouais, mais tous mes bouquins sont des poèmes, en fait. Alors, c'est soit des poèmes, soit des grimoires. Ça dépend. Mais les grimoires sont des poèmes aussi. Donc, je vois pas l'intérêt de faire autre chose que ça, en fait. Moi, je m'en fous, en fait. C'est pas. Moi, j'écris pas pour les gens, j'écris pour moi. Vraiment, genre vraiment, quoi. Je me fous complètement de qui va lire ce livre, quoi. Je dis pas que. Enfin, et c'est pour ça que je suis contente que des gens le lisent. Alors, on n'en vend pas des. Hein, mais quand même, après 20 ans de carrière, petit à petit, là, j'ai grindé l'amitié des gens, quoi. Et plus ça va, et plus je suis radical, quoi. Et plus ça va, et plus je suis hybride, et plus ça va, et plus je me permets ça. Au contraire, j'essaie d'être de moins en moins accessible, en fait. Mais enfin, je le fais pas. Enfin, je sais pas que j'essaye, c'est que je suis de moins en moins accessible. Mais en même temps, j'en vends de plus en plus. Donc c'est que quelque part, je dois faire. Il y a quelque part où ça marche, quoi. Et je pense que ce qui marche, c'est précisément ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que j'ai cette arête de genre qui permet de tenir finalement. Si c'était juste de la poésie en prose, mais parce que ça travaille dans le registre de la science-fiction et que ça travaille dans le registre de la fantastique, alors à ce moment-là, d'un coup, la poésie, elle ressort, quoi. C'est plus simplement un truc qui tombe à terre en disant, parce que des gens qui font de la poésie en prose, il y en a plein, et il y a des écrivains magnifiques, hein, mais j'avais l'impression que moi, c'est ce que je pouvais apporter, vraiment, à la science-fiction, c'était ça, quoi. C'est-à-dire le moment où je vais aller regarder, où je vais piocher en moi, dans les choses que j'aime, en littérature et en poésie, et comment je peux amener cette sensibilité-là, notamment à travers le quotidien des personnages, notamment à travers le quotidien... Parce qu'en fait, on est dans deux registres de poésie. On est effectivement dans la poésie épique, mais on est aussi dans une poésie extrêmement proche de ce qu'on appelle le mal-être contemporain, mais du vécu contemporain, quoi. Enfin, je veux dire, mon prochain roman, il est littéralement sur Instagram, quoi. Donc je cherche aussi à articuler ces choses-là, en fait. C'est ce moment où notre être, qui se dit dans l'époque contemporaine et qui se dit avec les mots du contemporain, va tenter de trouver des dégagements de grâce et donc ça fonctionne ensemble. Donc mais pour moi, c'est un même objet. Je me pose pas la question de savoir est-ce que c'est de la poésie ou quoi. Moi, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, en fait, quoi. Et si c'est pas compréhensible, tant pis. Et souvent, malheureusement, je crois que c'est ça que l'expérience, c'est qu'il y a quelques années, quand j'écrivais ces romans, je pouvais me faire des pâtés de textes un peu relous. Et là, maintenant, je pense que je vais plutôt vers une épure. Je vais plutôt vers essayer de trouver les bons mots. Mais tout le monde le dit, hein, dans toutes les critiques que vous allez lire de ce bouquin, il va y avoir... c'est vrai que l'écriture est très spéciale, il faut rentrer dedans, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Alors ça, c'est une spécialité pour moi, quoi. C'est comme si tout le monde s'adressait à tout le monde, quoi. Mais ça, c'est pour ma pomme, quoi. Et du coup, oui, c'est vrai que j'ai cette exigence-là, quoi, et qui est une exigence que je
que je travaille de plus en plus. Mon but, c'est pas de changer ça, au contraire, c'est de le rendre encore plus opaque, en fait, quoi. Et plus ce sera opaque, et plus ce sera là où je veux que ce soit, en fait. Et plus ce sera lisible, mine de rien. Il y a une histoire de rythme aussi dans le récit. Ça, c'est du slam, enfin, c'est très oral. Moi, d'ailleurs, quand j'ai corrigé ce texte, je l'ai lu à mon éditeur, ici-bas. C'est parce qu'il est petit. Et il aime bien que je me foute de sa gueule. Hein. Et ouais, grave. Et du coup, j'ai lu tout le livre à voix haute. Hein, on a beaucoup fumé, mais j'ai lu tout le livre à voix haute. Et pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte qu'en fait, mes textes étaient destinés à être lus à l'oral, en fait. Mais genre vraiment, quoi. Et j'avais pas compris ça. Chez moi, je savais pas en fait. D'ailleurs, quand j'ai la sortie du livre de Melmoth, on l'a fait dans un lieu à Lyon qui s'appelle Ground Zero, et en fait, on a fait de la lecture. J'ai fait des lectures de poésie qui sont pas des lectures de Melmoth directement, mais qui est liée à des textes de couture que j'ai publiés en ligne. Et en fait, je me suis éclaté à les lire, vraiment, parce que en fait, j'ai eu une scanse naturelle, une scansion. Une scanse naturelle en fait, et en fait quand je travaille mes mots, je vais au plus près de ma scanse en fait, de plus en plus, et c'est quand je m'en détourne que c'est pas bon en fait. Alors bien sûr que des fois il faut rajouter des trucs de transition, genre elle ouvrit la porte, quoi. Bon, faire de la poésie sur elle ouvrit la porte, moi je veux bien, hein, je veux dire, mais c'est pas ça. Des fois il faut juste mettre un petit, ou c'est comme les virgules, c'est pareil, j'ai tendance à pas mettre de virgule, et derrière mon éditeur en rajoute. Et moi, j'en supprime et il les rajoute ailleurs. Je te vois. Parce que mes virgules, c'est vraiment le rythme. Alors, il y a le rythme méta, on va dire le rythme du récit qui tac, 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 tac. Il y a le rythme des paragraphes avec des cuts très violents ou souvent juste des évanouissements, quoi. C'est-à-dire des moments où on a des moments d'être comme ça qui disparaissent et qui se laissent glisser, et ils sont très doux, mais il y a des moments qui sont aussi très très brutaux, et à l'intérieur même des phrases, j'ai ce même travail en fait, de parfois laisser vraiment glisser des trucs lyriques sur 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, ou des trucs complètement fous, ou des fois dire des trucs hyper secs en fait, et de mélanger aussi les niveaux de langage, c'est-à-dire d'arriver à des niveaux de langage, d'essayer de penser la langue de manière extrêmement précieuse, et derrière de la faire retourner aux inconnus dans les années 80, quoi. Et ça me va tout à fait. Il y a un côté presque cinématographique aussi, avec ces histoires de cut, etc. Non ? Non, alors au début, quand j'ai commencé à écrire, oui, j'avais un imaginaire très cinématographique. Et au fur et à mesure, il est devenu beaucoup plus musical. Et je pense que mon phrasé aujourd'hui, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de la musique électronique, en fait. C'est-à-dire de travailler avec des unités, et de mélanger ces unités et de voir comment est-ce que je peux répéter ces unités, comment je peux les couper, comment les diviser, les machins et tout. Donc en fait, oui, il peut y avoir des cuts visuels, c'est-à-dire genre, et puis il y a le reversal, tu cuts tout de suite. Très bien, c'est visuel, on comprend, c'est un cut de cinéma. Mais c'est pas mon but. Mon but, c'est plutôt d'essayer de voir comment s'agencent des unités de paragraphes, des unités de phrases et des unités des motifs visuels et des motifs émotifs. Et du coup, et de mélanger tout ça et de voir comment est-ce que je les agence les uns avec les autres. Tout ça, c'est très organique en fait, hein, puisque je ne prends très peu de notes et je n'ai pas de plan de mes livres. Je travaille en fait au fur et à mesure de ma vie et j'avance au fur et à mesure de ma vie avec, quoi. Et donc du coup, en fonction de comment je fais les choses, donc je fais passer par des états et je fais des états de moi, de ma vie, si je tombe amoureuse ou si il m'arrive une merde dans ma vie, etc. Tout ça, ça va se retrouver dans le livre et ça va épouser le rythme du livre en fait. Et je vais pas me poser la question en me disant est-ce que là c'est la bonne chose à faire vu ce qui s'est passé 10 jours, 10 pages plus loin. En fait, je m'en fous, je le fais quand même. Et parce que comme c'est ma vie, je m'en remets en fait, je m'en remets au ciel en fait et je me dis j'y vais, quoi. Je suis en chute libre en permanence en fait. Et c'est dans la chute libre que je travaille l'équilibre des unités entre elles, en fait. Pour être au plus près, pour essayer d'égaliser. Parce que vous savez, la musique électronique, comment ça se passe, c'est que c'est des unités. Et les equalizers, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des points sur les barres d'unité, en fait, et ils égalisent les parts pour pouvoir recréer une sorte de courbe de continuité, comme ça, élégante, pour pas avoir des
tout le temps au niveau du son. Ben moi, je fais pareil. C'est-à-dire que j'ai plein d'unités et après, j'essaye d'apaiser ça avec du rythme à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la compo, que ce soit au niveau des phrases, que ce soit au niveau des mots, que ce soit au niveau des couleurs entre elles. Voilà, c'est du travail très pointilliste, quoi. Il y a un peu une genèse quand même du coup du roman, non ? Parce que c'est quelque chose qui s'est travaillé. Alors, il me semble avoir, pareil, encore une fois, dans un podcast ou quelque chose, entendu dire que c'était quelque chose qui avait mûri pendant pas mal d'années. Oui, alors moi j'ai toujours été obsédé par Disney, donc ça vient de très loin, cette obsession. Et j'ai écrit un bouquin il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Minuscule flocon de neige depuis 10 minutes, qui parlait déjà de Disney et des problèmes qu'on pouvait lier à Disney. Et j'ai toujours eu envie d'écrire ce bouquin, et ce qu'il y a au cœur de ce livre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a sous Disneyland en fait, quoi. Qu'est-ce qui se passe là-bas. Et j'ai jamais trouvé la forme en fait. Quand j'ai commencé à écrire Melmoth, ça n'avait rien à voir avec ce que Melmoth est aujourd'hui. Toi, tu en as lu un peu des bouts de ce truc. Ça se passait à l'intérieur du parc. Voilà. Et c'était une meuf qui travaillait en tant qu'ouvrière dans le parc, en fait, quoi. Et ça m'a pas intéressé de faire ça. J'avais l'impression que j'allais nulle part avec ça, quoi. J'arrivais pas à trouver le rythme, c'était trop de la fantaisie, il y avait un meurtre dans la bouche de Monstro, qui est la baleine de Pinocchio, et il y avait des trucs avec les services d'ordre, il y avait des scènes de torture, il y avait où tout le monde vivait, il y avait des espèces de VIP qui étaient des gens riches et tout, et j'avais pas envie de raconter ça, en fait. J'avais l'impression que tout avait déjà été raconté sur ce sujet, et que j'avais l'impression qu'il fallait que Disneyland soit pour le coup le mystère, quoi, le cœur du mystère, en fait. Et c'est en arrivant à Belleville, et en vivant un peu à Belleville, que j'ai commencé à comprendre que c'était peut-être ça qu'il fallait faire, parce que je me suis dit, mon Dieu, il faudrait écrire un bouquin sur ce quartier, en fait. Et du coup, à un moment donné, c'est devenu logique qu'il fallait que j'écrive ce bouquin sur ce quartier, sauf que je ne savais pas comment ramener ce quartier et Euro Disney, je ne savais pas comment ramener les deux. Et un jour, je me balade à Belleville, et je tombe rue des Envierges, sur une façade de bâtiment, qui est dans le livre, hein, c'est le début du livre, où il y a une ferronnerie, avec le visage de Mickey dessus. Non, mais c'est pas une blague, quoi. 33 rue des Envierges à Belleville, quoi. Et là, j'ai été frappé. Je me suis dit, wow. Mais le truc le plus fou de cette histoire, c'est qu'il est au 33. Et que le 33, c'est un chiffre qui est très important dans l'histoire de Disney. Parce que c'est le club 33, c'est le club des VIP de Disneyland. Il s'appelle littéralement le club 33. Et là, mon imaginaire, il a fait... Oh my God! Et si le club 33 américain, avant la construction du parc, avait été à Belleville et que c'était ici qu'ils avaient négocié avec les autorités françaises pour pouvoir faire leur truc, etc., et qu'il s'était passé des trucs pas cool ici, quoi, parce qu'ils étaient tous riches et tous dégueux. Et là, j'y étais, quoi. Et là, j'y étais et j'ai trouvé la jonction comme ça, en fait. Et après, il y a eu la pandémie. J'ai repris la couture à ce moment-là. Et je me suis passionné par la couture. J'ai été embauché dans une petite retoucherie en bas de chez moi. Et j'ai recommencé la couture. Et c'est à travers la couture que j'ai trouvé mon personnage. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de la couture en métaphore pour mettre tous les bouts ensemble et les reconnecter en fait ensemble. Et ça a donné ça, quoi. Et parce que justement, la couture, on y vient, parce que c'est un sujet qui peut, je pense, intéressant à aborder avec le personnage. Et aussi avec ce qu'elle en fait, finalement. Aussi, parce que c'est grâce à la couture qu'elle va protéger tout le monde et je garde un peu le mystère. Ouais, non, il faut garder le mystère, mais ça remonte à une scène de Cendrillon. Dans Cendrillon, vous savez, il y a 2 robes qui sont créées. La première robe, c'est la robe de servante de Cendrillon qui est créée par des petites souris. Et la deuxième, c'est la robe de bal qui est créée par la marraine, la fée marraine. Et évidemment que c'est la robe des petites souris qui déchire, qui est trop belle. Et du coup, moi, quand j'ai commencé donc la robe pas magique. Voilà. Et moi, quand j'ai commencé à coudre, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je fasse des robes magiques. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de faire des robes magiques. Ça m'intéresse pas de faire des robes de confection. La mode, je suis passionné de mode, mais la mode m'intéresse pas sous son aspect confection. Ce qui m'intéresse dans la mode, c'est l'expérimentation. Ce qui m'intéresse dans la mode, c'est d'essayer de proposer des moyens de montrer comment le corps et la peau s'expriment à travers le vêtement, littéralement, quoi. Et du coup, j'ai commencé à construire des robes très très bizarres
Quand j'ai repris la couture, moi, ma grand-mère était grande couturière, donc elle m'a appris tout un tas de trucs, mais j'ai laissé tomber la couture à 12 ans et j'ai repris donc il y a 2 ans. Voilà. Et quand j'ai commencé à faire des robes dans mon atelier, enfin chez moi, j'ai commencé à faire des choses vraiment étranges, quoi. Mais c'est revenu très vite, hein, la passion de la couture à la main, la passion des textiles, la passion d'essayer de trouver des drapés, enfin voilà. Et à un moment donné, je regardais Cendrillon et il y a la scène avec les petites souris. Et je vois passer une image et j'arrête l'image et c'est littéralement la robe que j'étais en train de faire. Avec les suspensions, parce que les petites souris ont besoin de cordes pour pouvoir passer dans des petits paniers, pour pouvoir coudre et tout. Et moi, je fais exactement ça, sauf que je ne fais pas des paniers. C'est moi, littéralement, j'ai pensé qu'il fallait que je pense la robe autour de la robe avant de la penser à l'intérieur d'elle-même, quoi. Et en fait, je suis tombé sur une image de Cendrillon et je l'ai mise à côté de ma robe et c'était la même, en fait, quoi. Et là, je me suis dit, oh là là, my God, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Et du coup, c'était le moment où je me suis dit, OK, tout va tourner autour d'une robe, en fait. Je ne veux pas trop en parler, mais c'est l'idée qu'en fait, quand j'étais petite, mon père me racontait que quand il vivait en Tunisie, sa grand-mère, Nonna, dont j'ai toujours une photo à la maison, et effectivement, elle avait d'immenses robes qu'elle fabriquait avec des rideaux. Elle était énorme, cette meuf. Et elle avait des robes mais monstrueuses, quoi. Et mon père me racontait qu'il se cachait dans la robe, en fait. Et je me suis dit que c'est ça qu'il fallait que je fasse pour Belleville, quoi. C'est-à-dire que je prenne tous ces gens que j'aime, parce que c'est un livre sur l'amour, parce que cette meuf, elle est pleine d'amour, en fait, parce qu'elle a perdu son frère. Et elle est entourée d'enfants, parce qu'il y a plein d'orphelins autour d'elle, et qu'elle n'arrive pas à s'adapter au monde des adultes, finalement. Alors qu'elle a presque 40 ans, quoi. Elle a 40 ans ? Ouais, à peu près. Hein. Et 35 ? Je crois que c'est ça. Ouais, je sais plus. Et du coup, elle n'a pas envie de grandir. C'est un peu Peter Pan, quoi. Voilà. Et du coup, j'avais cette idée qu'elle allait les protéger dans sa robe, quoi. Voilà. Il y a encore un autre truc avec la robe, parce qu'il y a cette reine mérovingienne, là. Ah, la robe mérovingienne. Ouais, mais Ouais. alors, ouais. En fait, Belleville s'est construit sur un ancien... Alors, ça, c'est un autre truc qui est très, très drôle. Donc, la colline de Belleville, à la base, c'est une colline mérovingienne. Il y a plein de fermes mérovingiennes. Et Disneyland est construit sur un ancien cimetière mérovingien qui a été défait au moment des excavations du parc. Du coup, j'ai retrouvé la trace d'une robe qui aurait appartenu à une reine et qui aurait été reproduite par la suite chez les meufs qui auraient bien aimé être reines mais qui ne l'étaient pas. Et j'ai excavé donc les particularités de cette robe, hein, qui est décrite là. On peut la décrire d'ailleurs, c'est marrant. On peut faire ça. T'as noté la page ? Non, j'ai pas noté la page. Ouais, je pense que je vais la retrouver. Chercher aussi. Et c'est littéralement une description d'archéologue, hein, que j'ai pris. De soie côtelée, violet, indigo, maintenue à la taille par une large ceinture de cuir décorée de plaques boucles. Par-dessus la robe, une longue tunique de soie brun-rouge doublée d'une toile de lin ouverte sur le devant, de grandes manches à bandes de satin rouge garnies d'un galon brodé d'or. Elle était fixée par des fibules rondes et une grande aiguille d'or, ainsi que par une ceinture entourant la taille et croisée dans le dos, puis revenant se nouer au bas du ventre. Un long voile de satin rouge couvrait la tête et descendait jusqu'à la taille, fixée sur la tunique par 2 épingles d'or. Des choses de toile de laine retenues par des lanières croisées, recouvertes de bottillons de cuir noir, tenues par des lanières de cuir noir, rejoignant une jarretière. Entre la tunique et la robe, un baudrier fermé par une très grande garniture de plaques et de contre-plaques. Voilà. Et donc ça, c'est une description archéologique d'une robe de reine mérovingienne, en fait. Et c'est cette robe-là qu'elle va fabriquer. Pas tout à fait. Elle fait un truc un peu chelou, quoi. Mais ouais, c'est ce qu'elle fait quand même. Je suis juste curieuse de savoir comment t'es tombée dessus, en fait. Dans des archives archéologiques sur Internet. Ouais, je fouinais, en fait, je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça sera, puisque il y a les Mérovingiens partout à Belleville et à Disneyland, je me suis dit que c'était un autre point de ralliement entre les deux thématiques, en fait. Et du coup, j'ai commencé à chercher comment les Mérovingiens s'habillaient. Et on n'a pas grand-chose, mais du coup, ce qu'on a, on l'a. Et voilà.
La description, elle fait très armure, je trouve. Bah, d'ailleurs, elle dit que c'est presque une armure, quoi. Ouais. Bah, du coup, une armure, un tout pour se protéger, quoi. Et en même temps, c'est très beau, c'est du satin. En même temps, ça se plie devant, ça se refait. Puis il y a des croisillons partout. Puis c'est très très beau. Enfin, c'est ouvert devant. Enfin bon, donc c'est quand même très élégant. Il y a des illustrations? Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai pas voulu en trouver, en fait. Peut-être qu'il y en a. J'ai pas voulu en trouver. Dans ma tête, c'est des matières plus que des formes, en fait. Parce que pour moi, l'imaginaire, c'est la matière, c'est pas la forme. Très peu. Je suis vraiment quelqu'un qui travaille sur l'imaginaire matériel. Mes rêves, je m'en fous de savoir ce qu'il y a dans mes rêves. L'important, c'est en quoi j'ai rêvé, quoi. Quelles sont les matières, en fait, qui ont construit l'univers de rêve autour de moi, en fait. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. On a parlé de l'aspect archéologique et puis les vestiges un petit peu qu'il y a à Belleville, mais il me semble aussi qu'il y a des vestiges un peu de la commune. On en revient à la commune, du coup. Enfin, je me permets d'en revenir à la commune. Alors, il y a des vestiges de la commune. Alors, on n'a pas grand-chose qui nous reste de la commune. Il nous reste des impacts de balles sur certains murs. Il nous reste quasiment rien. Mais il nous reste des traces, des photos. Et dans le livre, ce qui reste comme trace, dont je me suis servi activement, c'est deux choses. C'est le destin d'une communarde qui s'appelait Papavoine, qui était une couturière et une infirmière, et qui a été accusée parce qu'elle avait un mari qui était très communard, etc. Elle a été accusée de tous les maux, alors que voilà, et elle a fini au bagne. C'était horrible, quoi. Et Victor Hugo, qui à cette époque-là n'a pas pris sa défense à elle, mais il a pris la défense de son enfant. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été exécutée, c'est pour ça qu'elle a été envoyée au bagne, et elle est morte là-bas. Elle n'est pas morte au bagne, elle est revenue en France, et puis elle a été internée, je crois, et elle est morte dans l'indigence. Je trouvais que ce personnage était vraiment cristallisé pour moi beaucoup de choses sur la commune. Et la deuxième chose qui nous reste, c'est les photos des morts. Et du coup... alors bien sûr qu'il nous reste des photos, des barricades, il nous reste des photos, des endroits, il nous reste tout un tas de photos, mais moi ce qui m'intéressait particulièrement, c'était la photo des morts. Et c'était rigolo parce que quand on voit ces morts de la commune, on a toujours l'impression qu'ils sont trop petits dans leurs fringues. Et je me suis toujours demandé pourquoi les morts dans leurs fringues avaient l'air toujours trop petits. Pourquoi on taille des costards aux morts toujours une taille trop grande. Et voilà, j'ai essayé de travailler là-dessus, sur cette idée-là, quoi. Il y a aussi un côté... bon, alors je sais pas si c'est moi qui fais des liens, mais un côté un peu, une sorte d'errance. Alors dans Belleville, moi j'ai fait une espèce de petite rapprochement aussi avec le titre du coup, Melmoth errant. Et peut-être un côté un peu plus politique, de psychogéographie. Il y a peut-être des choses à dire là-dessus ? Oui, bien sûr, absolument. Alors, en gros, l'errance, c'est pas la psychogéographie, c'est ce que je... alors, je vais quand même donner une définition de la psychogéographie, quand même, parce que c'est pas simple pour tout le monde, je sais pas. En gros, c'est l'idée qu'on fait pas des cartes littérales du territoire, on fait des cartes émotionnelles du territoire. Genre, par exemple, si je devais faire une carte de cette pièce, je mettrais cette estrade-là et cette zone de l'estrade. Là, je mettrais un cafouche et je mettrais un énorme puits de lumière ici, par exemple. Et puis, si je me déplace pour rencontrer certaines personnes, en fonction des personnes que je vais rencontrer, là, je vais mettre un trou noir, il y a mon éditeur. Et après, je ne sais pas, si je vois quelqu'un que je connais, par exemple, je vais mettre quelque chose qui me... Voilà. Et une fois que j'ai ce mapping émotionnel d'un espace, d'un territoire, je le restitue en image, voilà. Et en image visuelle, c'est-à-dire que je fais une map bizarre de ces symboles reliés entre eux par des circulations ou je sais pas trop quoi, ou par du texte, et qui va raconter finalement un univers sans raconter toutes les particularités de l'univers, mais simplement les endroits où le monde me renvoie une importance émotionnelle, psychologique, voilà. C'est politique au sens où ça remet évidemment l'habitant et l'habitante au cœur du territoire, ce qui me semble être très important aujourd'hui, alors qu'on a tendance à plaquer des territoires tout faits
sur des particularités d'habitantes. Vous pouvez voir ça très, très bien quand vous regardez par exemple les grandes affiches qui annoncent bientôt ici le nouveau supermarché et que en fait vous voyez que des gens blancs avec des enfants, des poussettes qui ont l'air tous riches. Il y a très peu de gens d'ailleurs, qui sont 3 ou 4 quoi. Et donc en fait ils nient complètement la réalité, ils en ont rien à foutre quoi, la réalité quoi. Et du coup il me semble important de faire ça. Et j'imagine que le versant politique de ça, c'est le situationnisme, c'est-à-dire notamment la dérive situationniste, c'est-à-dire que dans la réinvention et dans la réinjection d'idées nouvelles de l'anarchisme au milieu du XXe siècle, la notion de dérive et de contexte était très importante, et de situation était très importante, c'est-à-dire de dire est-ce que nous pouvons exercer notre droit à la liberté dans des contraintes extrêmement puissantes et que ces contraintes de liberté et que cette liberté-là soit prise comme une véritable révolte en fait, quoi. C'est-à-dire se dire que si jamais je dois aller à la gare, je ne vais pas prendre le chemin le plus court, je vais juste prendre le chemin qui a l'air le plus cool, quoi. Parce qu'il y a de la lumière là, parce que cette rue je la connais pas, parce que là, hop, et puis soudain il y a machin qui me parle, et puis voilà, etc. Et au fur et à mesure ça dérive, et ça crée comme ça une espèce de circulation. Peut-être que je n'arrive jamais à mon but, peut-être qu'il n'y avait pas de but de base, et qu'après il y a un travail de restitution de l'expérience. Et que ces travaux-là peuvent être faits de manière individuelle, en amitié, mais aussi en politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de créer du lien avec des gens? Est-ce qu'on est capable de créer du lien entre des collectifs? Est-ce qu'on est capable donc de faire de l'intercollectif, de faire circuler des informations? Est-ce qu'on est capable d'activer une forme de communalité, c'est-à-dire un travail commun de l'espace, et de se donner le temps et l'espace, du coup, et la place pour pouvoir travailler avec les accidents, avec des rythmes qui sont propres à chacun, qui ne sont pas des rythmes imposés par une loi divine ou une loi politique qui viendrait dire de telle heure à telle heure il se passe ça, à telle heure à telle heure. Non, tout peut se passer n'importe quand. Voilà. Et pour moi, ça, c'est la clé de ma vie, en fait. Moi, je suis un anarchiste. C'est quelque chose que je revendique. J'essaye de comprendre aujourd'hui comment me servir de ces outils pour proposer quelque part une manière de voir l'organisation des êtres entre eux qui serait plus proche de nos vulnérabilités et c'est-à-dire de partir de nos vulnérabilités plutôt que de partir de nos forces. Et voilà, donc essayer de formuler ça pour moi au quotidien, c'est aussi parler du territoire et parler de l'espace dans lequel on est et qu'on partage. Et que dans cet espace-là, ce partage de dignité, finalement, se fasse de la manière la plus égale possible, quoi. Alors oui, je sais que c'est pas très ambitieux. C'est pas de la politique au sens où c'est pas ça qui va révolutionner le monde, mais j'ai l'impression que de travailler sur des échelles toutes petites, mais de manière extrêmement radicale, sur nos engagements émotionnels et sur nos engagements solidaires, quelque part, c'est vraiment en tout cas pour moi, là, un début de solution. Et alors, est-ce que c'est que de la résistance? Est-ce que si on n'a pas, comme dans le bouquin, un objectif plus loin que simplement notre survie dans la beauté ou pas, je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, j'essaie de le faire. Et donc, du coup, je me sers de mes livres de manière un peu militante dans ce sens-là, au sens où j'essaie de mettre au service la fiction. J'essaie de mettre la fiction au service d'un travail et d'une présence active au monde, au sens politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité, c'est-à-dire la communauté des hommes et des femmes et des non-binaires, là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Si. Enfin, moi, j'ai trouvé, en tout cas. J'ai une question que j'ai pas encore posée, j'ai pas une super belle transition, mais j'en reviens à la poésie juste parce que moi j'ai noté que donc on a un personnage qui s'appelle François Villon. J'ai quand même un peu, j'ai lu aussi un peu Eliot du Néant et on parle de Mallarmé, donc il y a des références à des poètes. Dans quelle mesure ça a une importance et moi, j'ai fait le parallèle entre les deux. Il y en a peut-être dans d'autres romans, du coup, que j'ai pas lu aussi. Je sais pas quelle dimension ça a. Enfin, bref.
Oui, il y a toujours des poètes dans mes romans. Mon premier roman était littéralement un livre sur une poétesse que j'ai inventée, qui s'appelait Phyllis Dorothy Anne Finn, dont j'avais écrit des poèmes à l'intérieur du bouquin. Et c'était Délius, une chanson d'été. Donc Délius était en plus un poète, mais un musicien. Et les poèmes de Phyllis Finn étaient littéralement le problème du bouquin. C'était au cœur de... Elle était tellement déprimée qu'elle a enterré un de ses poèmes qui a été pris par des fées. Ils ont fait un truc pas possible avec et tout. Bon, bref, c'est un délire. Et dans tous mes livres, je parle de poètes et de poétesses, dans tous et toutes. Il n'y a pas un de mes livres qui aborde pas la poésie et qui aborde pas les gens qui ont fait de la poésie comme des êtres que j'admire et que je respecte. Moi, j'ai choisi la poésie. J'ai pas choisi le mysticisme, j'ai pas choisi l'ésotérisme, comme beaucoup de poètes l'ont fait à un moment donné dans leur vie. Ils ont décroché de la poésie pour s'intéresser à l'ésotérisme et ils ont plongé là-dedans. Pourquoi pas ? Très bien. Moi, l'ésotérisme, j'adore lire ça, mais moi, j'en fais pas. Ça m'intéresse pas d'en faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la poésie, c'est-à-dire d'essayer d'au moins évoquer dans notre sensibilité, avec notre sensibilité, l'effet du merveilleux et de ce qui nous dépasse, du sublime, quoi. Et donc, je ne cherche pas à écrire du sublime, je cherche à raconter l'effet que potentiellement du sublime aurait sur nos petites carcasses et nos petites âmes humaines, quoi. Donc, en ce sens, pour moi, la poésie est vitale. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais c'est dommage, parce que l'art, finalement, c'est machin et tout ça. Mais en fait, je m'en fous, quoi. Et je lis essentiellement de la poésie. La principale littérature que je lis, c'est de la poésie. Je lis très peu de fiction, en fait. J'en lis, je ne dis pas que j'en lis pas, mais j'en lis très peu. Et la fiction que je lis, c'est souvent de la fiction très, 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 très poétique, c'est-à-dire vraiment où la force de l'écriture dépasse l'histoire. Enfin, c'est pas, je m'en fous de l'histoire, en fait, quoi. Là, je lis récemment un bouquin d'une meuf qui s'appelle Salomé Kinte, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Grande Couronne. C'est incroyable, son écriture. C'est une claque intergalactique. Et ça, c'est un livre qui fait 250 pages, et ça fait 3 mois que je le lis, quoi. Parce que vraiment, je le lis, quoi. Je le vis, il me traverse, il m'accompagne dans ma journée. Donc, du coup, je préfère avoir ce rapport-là aux mots. Je lis beaucoup de poésie, où j'ai énormément de poésie à la maison, et du coup, j'ai un rapport très sensuel à mes livres de poésie, c'est-à-dire que c'est pas simplement des livres qu'on lit puis qu'après on range. Non, c'est des choses qui nous accompagnent dans notre vie tous les jours. Je lis aussi très peu de philosophie. Bien sûr que je suis intéressé par la philosophie, et bien sûr que il y a plein d'idées philosophiques que je vais lire, je vais m'y intéresser. Mais dans ce que je lis, c'est pas vrai, tout à fait vrai. Je lis Kierkegaard beaucoup, mais à part Kierkegaard, je lis assez peu de philosophie, en fait. Ce que je lis, c'est vraiment beaucoup de poésie, et j'en lis plein en même temps. Je dois lire 15 bouquins de poésie en même temps. Et donc, du coup, il m'accompagne dans ma vie, dans mes émotions, et je me sers de ça comme matière. Et donc, pour moi, c'est la vie, en fait, la poésie, quoi. Vraiment. Et du coup, choisir de nommer un personnage après un auteur, c'est une forme d'hommage ? Pas du tout, c'est lui. Bah oui, parce que François Villon, on ne sait pas comment il est mort. Il a disparu, il a été banni de Paris. Et on l'a épargné, voilà, et puis il est parti en exil, en fait, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors on a 2-3 infos qu'on l'aurait retrouvé bourré dans une auberge un soir, enfin bon, bref, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce personnage, donc tout est possible. Vous savez, l'histoire occulte de l'humanité et surtout de la France, elle est pétrie de personnages comme ça qui ne meurent pas vraiment, genre le comte de Saint-Germain par exemple, qui est un personnage qu'on croit qu'il est mort et qu'en fait n'est pas vraiment mort, quoi, qu'on retrouve des années plus tard sous les traits de quelqu'un d'autre et compagnie, quoi. Donc le François Villon, en l'occurrence de ce bouquin, c'est quelque chose de bien spécifique, je ne peux pas vous le spoiler, mais son émanation, son âme, ce qu'il est et ce qu'il porte, c'est tout simplement une incarnation de Villon aujourd'hui, qui travaille avec la matière de l'argot d'aujourd'hui, comme Villon travaillait avec l'argot de l'époque des coquillards. Donc pour moi, c'est Villon, en fait. C'est juste une incarnation de Villon, de la poésie de Villon à travers le temps, quoi. Et il y en aura peut-être d'autres, quoi.
j'ai à peu près terminé, moi, mes questions. J'avais juste... je me demandais si dans toutes les rencontres, les interviews, etc., il y avait un thème que vous auriez voulu aborder et une question qui n'a pas été posée. Je me suis posé moi-même la question de savoir si j'arrivais à faire le tour de toutes les thématiques, etc. Et je me demandais s'il y avait un truc précis à chaque fois. Oui, alors j'ai une très grande frustration sur ce livre. Genre immense. Mais j'ai compris pourquoi. C'est ma voisine qui m'a décodé ça. Je vais vous raconter. C'est un bouquin qui est très étonnant pour moi parce que j'ai l'impression que tout le monde y trouve quelque chose de complètement différent. Mais genre vraiment, quoi. Il n'y a pas une critique de ce bouquin qui se ressemble. Tout le monde dit que c'est un bouquin... Alors la première critique qui est sortie, c'est oui, c'est un livre sur le deuil. Okay, oui, c'est vrai, pourquoi pas. Je n'avais pas vu ça, mais c'est vrai, c'est un livre sur le deuil. Puis après, ça a été un livre sur la Révolution. Ouais, pourquoi pas, c'est un livre sur la Révolution, c'est vrai, moi je suis plutôt pour la Révolution, quoi. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Et chaque fois, les gens ont amené quelque chose de nouveau, comme ça, sur les livres. Oui, c'est un livre sur l'entertainment, sur la terrorisme de l'imaginaire. Ok, cool, oui, probablement. Mais personne, à aucun moment, n'a parlé de ce que moi j'ai écrit, que ce livre voulait qu'il soit, quoi. C'est une histoire d'amour, quoi. C'est une histoire d'amour entre ce personnage principal qui s'appelle Fille et François Villon. C'est, je veux dire, arrivé à la moitié du livre, c'est littéralement plus qu'une histoire d'amour, quoi. Qui sert effectivement à plein de trucs, mais c'est juste une histoire d'amour, quoi. Et d'ailleurs, c'est rigolo, j'ouvre la page même. Bref. Et du coup, j'aurais adoré que quelqu'un me pose la question, mais quand même, vous avez quand même écrit une très jolie histoire d'amour. Quelle est la place de l'amour dans votre vie? Est-ce que c'est biographique? Est-ce que vous avez... Parce que quand même, il y a quand même des trucs un peu forts. C'est quand même très intense comme histoire d'amour. C'est quand même très triste aussi. En même temps, c'est pas triste. Et personne ne m'a jamais posé la question. Et donc, j'étais vraiment un peu en panique parce que je me suis dit, merde, j'ai raté mon livre, en fait, quoi. Tout le monde l'aime, mais pas pour les raisons que moi, je veux qu'on l'aime, quoi. Et donc, je suis allé voir ma voisine qui a lu le livre. Et je lui ai dit ça, puis elle me regarde, elle me fait, mais Sabrina, mais ça va pas la tête? Je dis quoi? Elle me dit, mais ton histoire d'amour, c'est normal que personne n'ait vu ton histoire d'amour parce qu'elle est unidirectionnelle. Je fais, comment ça? Elle m'a dit, mais c'est ton personnage principal, ok, il vit tout l'amour et comme ça, mais en face, il y a qui? Il y a Villon. Et Villon n'a pas accès à Villon. Jamais. Il est opaque, complètement. Il est le réceptacle de l'amour. Elle emmagasine en elle toutes ses émotions, toutes ces choses. Elle projette sur lui. Mais lui, il fait rien, il dit rien. Jamais. Et donc elle me dit, comment tu veux que les gens voient ton histoire d'amour, puisque c'est une histoire d'amour d'un égoïsme absolu, ton truc, quoi. Et c'est vrai. Parce que ce qu'elle fait à la fin, c'est tellement égoïste, mais en même temps, c'est tellement beau que voilà, quoi. Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, je vis dans ma tête, en fait. C'est ce que tu es en train de me dire, quoi. Elle me dit, mais oui, tu vis dans ta tête, et c'est ton problème dans ta life, meuf, quoi. C'est pour ça que toutes tes histoires d'amour, c'est la galère, et c'est pour ça que tu es toute seule, quoi. C'est parce que tu vis dans ta tête, quoi. Tu vis pas avec l'autre, tu vis dans ta tête, quoi. Donc je ne raconte pas la claque que j'ai prise. Voilà. Et en plus, c'est le mot de la fin, parce qu'il va falloir qu'on arrête là. Mais est-ce qu'on a un peu le temps pour s'il y a des gens qui veulent poser des questions? Cool. Je suis contente d'avoir cette question. J'en parlais à mon éditeur ici-bas, dans le train. C'est de plus en plus court et de plus en plus expérimental, ce que je vais faire en forme courte. Et je vais aller vraiment par là, de plus en plus. Tout en faisant de la SF, tout le temps en proposant toujours ces choses-là. Alors, mes dernières nouvelles, j'en ai écrit une sur une meuf qui tombe amoureuse d'un flocon de neige et qui se transforme en tas de poudreuse. Alors ça, celle-là, pour moi, c'était vraiment le moment où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Il y a celle dans Bifrost qui est parue il n'y a pas longtemps, qui est probablement un des textes que j'aime le plus, que j'ai écrit, qui plein de gens ont dit on n'a rien compris. C'était génial. Mais j'étais contente en même temps de faire ça dans un truc de SF, quoi. Je veux dire, c'est vraiment exactement ce que je voulais balancer. Alors parce que les gens qui comprenaient me disaient mais c'est super, c'est très intéressant. Là pour le coup il y a vraiment quelque chose de nouveau, quoi. Mais il y a plein de gens qui sont restés sur le carreau, qui n'ont rien compris, ils ne savaient pas où ils étaient, qui parlent, machin et tout. Bon, c'est très drôle. Mais là ce que j'expérimente en ce moment,
parce que dans ma tête, je suis en train de construire mon prochain roman, mais que ça va me prendre des plombes pour l'écrire, parce que voilà. Parce que écrire ce bouquin, ça a été l'horreur, hein, il faut bien le dire. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que probablement que mon prochain roman sera encore plus, peut-être encore plus épuré que celui-là, pour arriver vraiment à un petit objet, voilà. Et entre-temps, je pense que ce que je vais faire, et ce que j'ai déjà commencé à faire sur mon blog, enfin, j'ai pas un blog, mais je tiens en fait un fil de poésie sur mon site, quoi, qui est juste une page où je mets de la poésie tous les jours, en fait, enfin, quand j'ai envie. Et du coup, je vais probablement faire ça, faire un petit bouquin avec ça et d'essayer de travailler des toutes petites formes. Et là, j'ai écrit des nouvelles, on commence à me demander des nouvelles. Et avant, je me prenais la tête sur les nouvelles, c'était horrible. Je mettais des mois à les écrire parce qu'il fallait que je structure. Et en fait, là, maintenant, je structure plus rien. Je fais juste une espèce de. J'ai eu une idée, je l'écris, ça prend 12 000 signes. Je vais à fond dedans parce que je vais au plus près de l'économie de mon texte et je m'embarrasse plus du tout de savoir si oui ou non c'est acceptable ce que je fais, quoi. C'est genre, je le fais, quoi. Et du coup, je suis hyper détendu par rapport à ça, quoi. Et visiblement, je crois que c'est pas des mauvais textes. Je sais pas si c'est des bons textes. En tout cas, je sais que c'est pas des mauvais textes. Voilà. Donc, on va dire que j'en suis là pour l'instant, quoi. Mais de là à dire que c'est de la poésie ou quoi que ce soit, j'en sais rien, quoi. J'ai toujours cette exigence de raconter, pas de raconter une histoire, mais en tout cas de raconter quelque chose un peu. Ce que mon modèle là-dedans, c'est vraiment Virginia Woolf. Et quand elle raconte les moments d'être, les nouvelles de Virginia Woolf de moments d'être qui durent 3 pages, hein, même pas, hein, de 3 pages. Collège de jeunes filles vu de l'extérieur, ou pas l'orangerie, comment c'est, The Orchard, en anglais c'est The Orchard, Under the Orchard, le verger, ou des petites nouvelles comme ça, ou La fascination de l'étang, ou Une soirée, voilà, les textes de Virginia Woolf, très très courts, très percutants. Une soirée, c'est formidable, voilà, Une soirée, c'est vraiment le texte que j'adore et que j'aimerais être capable de faire, quoi. Et donc, du coup, je vais essayer d'utiliser ça. Et tous ces textes racontent quelque chose. Hein. C'est pas simplement de la poésie, voilà, mais par contre, ça raconte des moments d'être. C'est-à-dire que ça raconte, depuis l'intérieur des personnages, des réactions à des choses extérieures qu'on ne voit pas forcément et qu'on devine à l'aune des émotions qui se peignent là, quoi. Et j'aime énormément Virginia Woolf pour ça. Et je pense que c'est probablement pour ça que c'est mon écrivaine préférée. C'est qu'elle a toujours eu cette exigence de la narration. Toujours. Elle s'est jamais permise de faire comme Joyce ou des tas de gens des tas d'hommes, de se dire rien à foutre, on va juste faire ça et puis voilà. Non. Elle a toujours une exigence de raconter quelque chose de très posé, dans un temps précis, très compréhensible, de manière très minimaliste aussi, c'est-à-dire qu'elle ne va pas passer de 2000 pages. Mrs. Dalloway, c'est 200 pages, quoi. Vers le phare, qui est pour moi son œuvre, son grand œuvre, c'est pareil, c'est 300 pages, même pas. Et elle accomplit dans ce texte ce que Joyce n'a jamais pu faire. Enfin, il l'a fait dans une nouvelle, c'est Les Morts, dans Les gens de Dublin, qui est quand même assez remarquable, quoi. Mais voilà, c'est pour moi, mon modèle, il est vraiment là, quoi. Est-ce qu'on est capable de raconter une histoire depuis l'intérieur d'un personnage, ou deux personnages, ou de concepts, sur des formes très très courtes, en allant tout de suite là. Bah ouais, c'est cool. Merci beaucoup d'être venu. Vous venez d'écouter Sabrina Calvo à la librairie Ombre Blanche, vendredi 14 janvier 2022, autour de la parution aux éditions La Volte de son roman Melmoth Furieux. Chez ce même éditeur, Sabrina Calvo a fait paraître Elliot du Néant en 2012, Sous la colline en 2015 et Toxoplasma en 2017, couronné du prix Rosny-Aîné récompensant les œuvres de science-fiction francophones et du Grand Prix de l'Imaginaire en 2018. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio. Sigo buscando algo en lo que creer. Si lo buscas no lo ves. Si lo encuentro ya se fue.
Bim, bim, Sigo intentando eso de buscar